Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un pour la première fois de la chaîne YouTube MAF. Donc, écoute, bienvenue MAF et merci d'être là. Bonjour, oui, merci de me recevoir, avec plaisir. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment qu'on va passer ensemble. En plus, ça s'est fait relativement vite parce que je C'est t'ai vrai. prévenu il y a quoi, il y a une semaine ou 10 jours en gros. Je te cache pas que avant, je te connaissais sans te connaître. En fait, j'ai regardé certaines de tes vidéos sans savoir que c'était toi. Disons que je m'intéressais surtout à un jeu, à savoir Total War Warhammer. À mon avis, beaucoup de gens t'en parlent. Ah oui. Et puis ensuite, certaines personnes qui regardent mes modestes numéros de Bistrofig m'ont signalé que tu t'étais mis à faire de la figurine. Donc je suis curieusement allé voir ta chaîne YouTube et j'ai remarqué que tu étais quand même un bon passionné de figurines. Hist- Euh, oui. Ah, vas-y, Ouais, vas-y, je te laisse non, préciser mais ta question. t'inquiète, histoire que les gens te connaissent un petit peu mieux, puisque je pense qu'on n'a pas forcément le même public, et c'est aussi tout l'intérêt de la chose. N'oubliez pas déjà que tous les liens sont en description, notamment pour le rejoindre sur YouTube ou sur Twitch, il est très actif sur Twitch aussi. Mais du coup, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors, il y a déjà pas mal de trucs que tu as dit, effectivement, qui posent pas mal de trucs intéressants. Le rapport à la figurine, à Total War Warhammer, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qu'on pourrait dire, en fait, sur tout ça. Mais oui, à la base, j'ai une chaîne qui parle de jeux vidéo, et plus particulièrement de Total War Warhammer. Qui est un univers que je ne connaissais pas, moi, Warhammer, à la base. J'étais un joueur de Total War depuis très longtemps. Et j'ai découvert l'univers de Warhammer avec Total War Warhammer. Et là, j'ai vraiment accroché au jeu. C'était le premier Total War dans un univers fantasy et tout. Et personnellement, à l'époque, quand ils ont annoncé Total War Warhammer, ma première réaction, pour te donner une idée, ça a été de me dire: mais pourquoi ils ont pas fait Seigneur des Anneaux? Oui, je comprends, je comprends. Au début, j'étais un peu dégoûté parce que je connaissais pas Warhammer et que je me disais: ah, j'aurais préféré Seigneur des Anneaux et tout, parce que ça, je connaissais et j'adorais. Enfin bref, et donc, j'étais quand même content de voir Total War arriver sur un univers médiéval fantastique. Ouais, Et ouais. donc, j'ai quand même plongé dedans. Et j'ai très vite, très fort accroché au jeu, parce que vraiment, il est assez incroyable en termes d'épicness des batailles, le côté un peu gestion des Total War et tout, un espèce de mini 4X avec les batailles, etc. Bref, c'est un jeu auquel j'ai énormément accroché, et au fil du temps, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tutoriels en français qui étaient faits sur le jeu, alors que les Total War, c'est quand même compliqué. Hmm. Et j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour parler un peu tutoriel, etc. au début, pour aider les débutants à prendre le jeu en main. Ça a pris de l'ampleur, puis effectivement, j'ai commencé à streamer, d'abord sur YouTube, puis sur Twitch. Et ça n'a pas cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à ce que, écoute, ça devienne possible d'en vivre, en fait. Et là, j'ai commencé à multiplier un peu les différents formats, et notamment, je suis arrivé sur le côté figurine. En fait, Total War Warhammer m'a donné goût aussi à l'univers de Warhammer petit à petit. Il m'a fait rentrer dans l'univers de Warhammer, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hmm. Euh, et je m'y suis intéressé de plus en plus, et plus je m'y intéressais, plus j'étais attiré par le jeu de plateau. Et finalement, je me suis lancé sur le jeu de plateau sur 40K, parce que en termes de jeu de plateau, c'est celui qui m'intéressait le plus. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je fais toujours majoritairement du contenu sur Total War Warhammer. Enfin, je veux dire, c'est un peu toujours le pilier principal de ma chaîne, même s'il y a eu beaucoup de diversité qui s'est faite. Beaucoup de jeux Warhammer depuis, et le côté Wargame qui est venu se greffer sur tout ça. Ok, ok, ok. Tu me parles du fait que tu as découvert l'univers de Warhammer par le biais d'un jeu vidéo. Du coup, déjà, moi, Mhm. sache que ça me fait trop plaisir parce qu'en fait, c'est con, mais Warhammer, avant qu'on commence à voir arriver un certain nombre de jeux vidéo sous cette licence, ça restait un univers de rôlistes, Mhm. entre guillemets, pas de puristes, mais voilà, des gens qui pratiquent le jeu de rôle. C'est pas non plus extrêmement répandu. En tout cas, c'était pas très répandu dans les années 2000 et avant. Ouais, Et je suis vraiment très content de voir que les jeux vidéo attirent aussi des gens sur le jeu de figurines, parce que toi, tu as fait la transition du coup. ouais, 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 complètement. Euh, Par contre, t'es passé sur Warhammer 40 000. Euh, Ouais. c'est, Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est... Bah, Pourquoi t'es passé il de, s'est... voilà, de Total War Warhammer de base à 40K alors qu'il y a Age of Sigmar aujourd'hui? Pourquoi 40K? L'univers m'a encore plus attiré. Parce que j'avais pas nécessairement envie de faire en wargame, de partir sur un jeu de figurines qui soit exactement ce que j'avais sur Total War Warhammer, si tu veux. En fait, je me suis intéressé au lore petit. En fait, je me suis intéressé au lore de Warhammer Battle Hmm. parce qu'il y avait Total War Warhammer. Mais du coup, en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à celui de 40K. Hmm. À l'époque, c'était en regardant surtout des vidéos de lore et je regardais un peu les deux. Au début, je regardais quasiment que des vidéos de lore sur Battle parce que je jouais à Total War Warhammer. Et puis petit à petit, je commençais à voir passer des vidéos de lore sur 40K, puis je regardais un peu. Et puis j'ai vu passer des rapports de bataille sur 40K que je regardais, même si j'y comprenais rien. Mais il y avait un truc cool à suivre ça quand même, tu vois, voir les gens qui faisaient Je leur comprends. partie. Je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, mais ça reste agréable à suivre sur rien que regarder les plans sur les figues et tout, c'est assez vivant, c'est assez chouette. Et donc petit à petit, je m'intéressais à 40K. Et en fait, ben, j'ai plus accroché au lore de 40K. Parce que, Est-ce que tu te souviens d'un jeu vidéo de transition, le jeu vidéo dans l'univers de 40K qui t'a fait acheter ta première figurine? En fait, où tu t'es dit, putain, là, ça, faut que je l'ai en figurine, tu vois. en fait, la transition au jeu de figues, c'est pas tellement un jeu vidéo ou un truc comme ça qui m'a décidé. Enfin, ça a été un processus relativement long, mais d'abord, je me suis intéressé au lore, comme je disais, de 40K. J'ai plus accroché au lore de 40K parce que je trouve qu'il est beaucoup plus riche. Ouais, Euh, En fait, le lore de 40K, c'est un truc à l'échelle de la galaxie, c'est ça. gigantesque, avec des démons, des machins, des Space Marines, de la garde impériale qui sont les humains de base, puis tu vas avoir du Xenos, Tyrannie, de l'Eldar, du machin. Enfin, tu as une diversité de ouf que tu peux pas retrouver dans un Warhammer Fantasy. Et puis en fait, au début d'un regard extérieur, je me souviens m'être dit, les premières images que j'avais vues de Warhammer 40 000, je m'étais dit, mais ça tient pas la route 2 secondes, quoi. Il y a des mecs qui sont en armure avec des boucliers et des épées, et en face, il y a des canons qui peuvent détruire un vaisseau de 5 km de long. Enfin, à quel moment c'est plausible ce truc? Et en fait, plus tu rentres dans le lore, plus tu te dis, mais la vache, ils ont réussi à rendre tout ça cohérent, quoi. Et donc, si tu veux jouer des chevaliers de l'espace illettrés et atteints de scorbut, mais qui massacrent des démons à coups d'épée, eh ben tu peux. Et si tu Ouais, veux jouer des ouais, mecs ouais. qui sont au contraire ultra avancés technologiquement et qui dézinguent tout à coups de canon antiplanétaire, enfin Ouais, de ouais. défense planétaire, tu peux. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu as des tas de trucs et tout tient de manière cohérente dans cet univers. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai été vraiment attiré par 40K. Ouais, ouais, je suis d'accord sur le fait que effectivement ils ont, enfin Warhammer 40 000 depuis le temps que ça existe. Au début, c'était assez brouillon comme univers, et puis c'est construit au fur et à mesure de la sortie de nouveaux jeux de figurines. Il y en a un, à mon avis, qui a été une transition dans la construction de l'univers de Warhammer 40 000 qui s'appelle Space Marine. Donc c'est un vieux jeu, hein. C'était un vieux jeu où tu jouais à toute petite échelle, c'est-à-dire que les figurines faisaient 6 mm de haut. Ah, Euh, du format Apocalypse? Ouais, exact. Alors, le format Apocalypse, ça, c'est le gros format de Warhammer 40 000, en gros. Ouais, Ouais. Où tu joues avec des armées absolument énormes. Là, oui. je te parle de Space Marine, donc un jeu sur lequel, sur un socle, il y avait 5 figurines. Et des figurines vraiment qui font 6 mm de haut. Avec des chars qui font, je vais te montrer, tu vois, l'équivalent d'un Leman Russ qui fait cette taille. Ah ouais. Micro Machine. C'est ça. Et ouais, non mais exactement, Micro Machine. Et dans ce délire-là, en fait, on jouait des armées absolument énormes. Et je pense que ce jeu Space Marine a été un moyen aussi pour eux de plus travailler la grandeur de leur univers et la Ouais, ouais. cohérence de tout ça, en fait. Ok, tu m'as parlé de Total War et du fait que tu jouais beaucoup avant Total War Warhammer, mais plus à titre privé, entre guillemets, sans le diffuser. Donc les jeux version historique. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Ah, bah, je dirais ceux qui m'ont vraiment marqué avant Warhammer, c'est le premier Rome et Medieval 2, Ouais. sur lesquels j'ai vraiment joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon tout premier Total War, c'était le premier Rome. Et il m'a vraiment marqué. En fait, je me souviens, les Total War,
ça remonte à longtemps. Je me souviens quand j'étais plus petit avoir eu un magazine de jeux vidéo Hmm. dans lequel il y avait un article consacré à, je crois que c'était Medieval. Ça devait être Medieval 2 déjà à l'époque. Je sais plus quel âge j'avais, mais bref, enfin j'étais pas gosse non plus. Je crois que je devais être ado, un truc comme ça. Et j'étais tombé sur ce truc et j'avais eu des étoiles plein les yeux de voir un Total War, donc un jeu avec des armées qui étaient quand même très grandes, mais aussi avec des batailles de siège où tu peux monter sur des tours d'assaut pour repartir sur les murailles et tout, avec les archers qui tirent depuis les murailles. Ça avait un côté complètement dingue en fait à l'époque, parce que je jouais beaucoup. J'ai toujours adoré les jeux de stratégie, toujours, toujours. Mais à l'époque, les jeux de stratégie, t'avais quoi? T'avais les Age of Empire, qui étaient ceux auxquels je jouais le plus. C'est ce que j'allais T'avais dire, ouais. Command and Conquer. T'avais StarCraft, mais ça, je connaissais pas encore trop à l'époque. Mais voilà, Age of Mythology qui arrivait après. Enfin, mais rien à voir avec la structure d'un Total War et le côté épique des batailles en fait. Le côté réaliste des batailles qui était apporté dans les Total War. Et ça, j'ai surkiffé quand j'ai découvert Rome. Je me souviens la première fois que j'ai lancé le jeu, très très longtemps après la sortie du jeu d'ailleurs, parce que j'avais pas d'ordinateur assez puissant pour le faire tourner à l'époque. Et des années après, j'avais eu un PC et du coup, j'ai pu acheter le premier Rome et le faire tourner dessus. Et j'hallucinais. Ouais, J'hallucinais de voir ces armées gigantesques. les volets de flèches, etc. Les volets de flèches, le fait que tu vas bosser non pas sur ta gestion de construction de bâtiments, de gestion de ressources et tout, comme un Age of Empire ou Command and Conquer ou quoi. Mais là, tu es vraiment juste sur la gestion de tes troupes, tes mouvements, ton positionnement, la manière dont tu vas coordonner les troupes entre elles. C'est ça qui est important et pas il faut que je produise des paysans pour aller ramasser de l'or en pleine bataille, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai vraiment, ça a été le coup de foudre absolu. J'ai vraiment adoré ce côté-là. Et puis après, j'en ai fait quelques-uns des Total War, pas tous, mais j'en ai fait pas mal jusqu'à Total War Warhammer. Il y avait les versions asiatiques aussi, Shogun. Shogun, ouais, 1 et 2. Juste une petite précision parce que je me rends compte que là t'es pas trop sur une chaîne de gaming, on parle plutôt figurines habituellement. Je vais juste résumer brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas Total War. Déjà, si vous avez un ordinateur, vous êtes gentil, mais vous allez l'acheter et vous essayer parce que c'est une tuerie ces jeux. Enfin, tous les jeux Total War sont cool. Il y en a peut-être un ou deux en dessous des autres, mais globalement ça reste des très très bons jeux. Et surtout, c'est des jeux qui, selon moi, là je vais donner ma définition, si tu veux en faire une après, t'hésites pas, qui se déroulent en deux phases. On a une phase de déplacement des corps d'armée et de gestion des cités qui va se passer sur une grande carte, un peu à la Civilisation par exemple. Moi, ça me rappelle aussi un petit peu Heroes of Might and Magic. Parce qu'en fait, finalement, tu déplaces ton armée avec un seul soldat qui se déplace. Tu vas récupérer des lieux d'intérêt, tu vas essayer de capturer des villes, etc. Mais tout l'intérêt de Total War, c'est qu'ensuite, dès qu'il y a une bataille, on va zoomer sur une version vraiment full 3D d'un champ de bataille. Et c'est la guerre. Et là, il faut faire un peu plus de micro-gestion de ses troupes. C'est ça. Donc, j'aurais pas dit mieux. Donc en gros, ouais, si vous connaissez pas Total War et que vous avez un PC, foncez en fait, foncez. C'est vraiment des très très bons jeux. Ouais, c'est clair. Et faut pas hésiter même à aller dans les plus anciens. Je pense que sur ta chaîne, on va avoir beaucoup de fans de Warhammer, donc c'est forcément probablement Total War Warhammer qui va le plus les intéresser. C'est probable, ouais. C'est probable. D'ailleurs, est-ce que pour toi, ça vaut encore le coup, par exemple, si on n'a pas forcément le PC qui suit, parce que c'est parfois souvent le problème, de se lancer sur Total War Warhammer 1, alors que où il vaut mieux vraiment taper direct dans le 2? Par rapport à la puissance du PC, oui, si on parle vraiment de limitation de PC, vaut mieux suivre le Total War qui sera le plus adapté par rapport à la bécane pour que ça tourne quand même correctement. Maintenant, si je devais conseiller quelqu'un qui connaît pas du tout Total War Warhammer et qui a une bonne bécane sur laquelle les trois vont tourner correctement, je conseillerais peut-être de se lancer d'abord sur le 2 pour plusieurs raisons. La première, c'est que le 1, je déconseillerais parce qu'il a quand même pas mal vieilli et il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été refaites sur le 2 et sur le 3 et qui font que en regardant dans le rétroviseur, tu vois le 1, tu te dis il y avait quand même plein de trucs qui n'étaient pas des bonnes idées et qu'ils ont enlevés au fil du temps, mais que maintenant tu les retrouves dans le 2 ou dans le 3. Des mécaniques Donc le 2 qu'ils ont changé.
Ouais, des mécaniques, même des mécaniques de faction qu'ils ont complètement Mm. retravaillées et tout. Enfin, c'est plus du tout les mêmes trucs. Euh, le 2 est aussi possible c'est aussi possible de l'acheter en solde à pas cher. Ouais. Donc vraiment, enfin, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Arrêtez de vous plaindre que le jeu est toujours vendu à 60 balles ou à 50 balles sur Steam. Il y a des soldes sur des sites de vente absolument tous les mois, maximum tous les 2 mois, Mm. et où le Total War Warhammer 2 est trouvable à entre 12 et 15 euros. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il vaut mieux commencer par celui-là. Si on n'est pas sûr d'accrocher, autant commencer par lui. Et il est encore très très bien, quoi. Mais par contre, effectivement, à moins d'en avoir rien à foutre de claquer 50 ou 60 balles pour ça, mais attendez qu'il soit en solde, il y a des soldes tout le temps, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien Et d'accord. en plus, le Total War Warhammer 2, une fois que tu l'as, si l'expérience te plaît vraiment de ouf, il y a plein de DLC sur le 2 qui sont bien. Si tu veux approfondir l'expérience, tester plus de factions, etc., bah t'as déjà plein de DLC dessus. Et si vraiment après tu veux passer à la version au-dessus et te dire ok je veux jouer à la giga map combinée de tout, bah en achetant le 1 et le 3 en plus, à ce moment-là tu peux jouer à la map combinée avec tout, enfin toute la carte en Et fait putain, mais du ça, 3. je savais pas, tu vois, tu me l'apprends. Ah ben voilà, donc la map du 1, du 2 et du 3 fusionne si tu possèdes les 3 jeux. Ah là là, je savais pas. Et ouais. Ça va Et tu... piquer ça. Mais encore une fois, le 1 c'est pareil que le 2, tu peux l'acheter pour pas cher du tout en Mm. solde, encore moins cher que le 2 en fait. Et donc, bah, ça vaut la peine de... Donc déjà, il faut savoir que si tu as le 2, tu achètes le 1, tu peux jouer à une map fusionnée du 1 et du 2, en achetant juste le 1. Et puis après, si tu achètes encore le 3 parce que ça t'a vraiment bien plu, bah là, tu as la map fusionnée des 3. Ouais, donc t'es sur du gigantissime. Ah oui, oui, il y a des centaines de factions, factions et sous-factions. Il y a des dizaines de seigneurs légendaires jouables. C'est énorme. Ouais, ouais. Bah, bon, il y a plein de DLC aussi, hein. Il y a plein de Ouais, DLC qui rajoutent des seigneurs et tout. Mais ça, c'est pas du tout utile à acheter au début. Faut pas acheter ça au début, ça sert à rien. ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Quand tu as découvert Total War Warhammer, c'était il y a combien de temps? 3, 4, 5 ans? 6? À la sortie de C'est Total vraiment à War sa Warhammer sortie? 1, donc 2015, 2014. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu avais connaissance de l'existence même de Games Workshop? Et, Oui. Vas-y, termine. et dans quelle mesure? C'est tout. Bah, pour moi, Games Workshop, c'était ce magasin obscur devant lequel je passais de temps en temps en allant faire du Ouais. shopping dans une ville pas très loin de chez moi. Et c'était ce magasin devant lequel je ne manquais jamais de m'arrêter parce que les armées, les figues me faisaient baver, mais ça avait l'air tellement ésotérique vu de l'extérieur. Tu rentres dans le magasin, t'as l'impression que on va te filer de l'opium. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou. Les gens, ils sont des cernes comme ça sous les yeux. Ils parlent dans des termes complètement incompréhensibles pour le commun des mortels. Tu rentres là-dedans, la première réaction, c'est de te dire, barre-toi de là, ils vont te cuisiner et te bouffer. C'est vrai que pour le coup, ça reste une communauté de vrais passionnés. Et en plus, on va pas se mentir, c'est aussi une passion qui est assez chronophage. Parce que Ouais. bah, montage des figurines, lecture des bouquins, lecture des règles, les parties ensuite. Bref, c'est quand même, ça prend un temps juste complètement dingue. Donc c'est vrai que quand tu t'y lances et que tu te laisses happer par cette machine de passion, de découvrir un nouvel univers, tu peux vite y passer beaucoup de temps. Je vais pas dire que tu peux te désociabiliser, ça peut arriver, mais comme pour tout autre type de passion, là on reste quand même sur une passion qui reste quand même, selon moi, communautaire. C'est-à-dire qu'on a quand même une communauté qui est relativement cool, voire même très très cool dans le milieu de la figurine, avec une volonté de partage et tout ça. Mais c'est vrai que la première accroche, le premier abord, il peut être inquiétant parce que si tu connais absolument rien au jeu de figurines, ouais, tu as des termes techniques qui vont piquer, euh, qui peuvent décourager, quoi. Ben, oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que de l'extérieur, d'un regard extérieur, tu sais pas par où attaquer ce bazar-là, quoi. Et tu sais pas, tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas. Tu vois les figues, tu vois les gens qui jouent, mais pouah, se lancer, faut avoir une vraie volonté d'aller dedans, quoi. Ouais, et du coup, toi, tu as commencé par quoi? Est-ce que tu te souviens, vu que c'est relativement récent, de la première figurine que tu as achetée? Moi, c'est relativement récent. Alors, attention, moi, je suis un cas particulier, hein, parce que
je représente pas, on va dire, le commun des mortels qui est rentré dans le truc et qui a enfin, qui s'est lancé comme ça, quoi. Moi, ça a été plus un cheminement vers des projets vidéo Ok. Il y qui avait m'ont quand même. donné envie et les moyens de me lancer dedans comme je l'ai fait, quoi. Si j'avais pas eu les projets vidéo et ma chaîne et tout, je ne sais pas si je me serais lancé. Hmm. Par- Parce que ce que ça implique derrière, effectivement, comme tu dis, le temps, tout ça, je suis pas sûr que je me serais dit, ouais, vas-y, j'y vais, je vais essayer et puis on verra quoi. Hmm, Peut-être que j'aurais fini par céder en me disant, je vais acheter une figue ou deux et juste pour les peindre et pour le plaisir. Mais je suis pas sûr que je serais allé beaucoup plus loin que ça. Ici, il y avait, on était en fait un groupe de streamers à être tous à peu près, enfin, on ne jouait pas à l'époque, on n'avait pas encore de FIG. Et on gravitait tous de plus en plus autour de l'univers de Warhammer, Hmm. beaucoup via les jeux vidéo. Et au bout d'un moment, on a tous fini par se lancer. Et en fait, le fait que le groupe voulait se lancer dans le truc, Ouais, donc il y avait un effet il y avait un effet de groupe en fait. On bien voulait tous sûr. se lancer en même temps, donc on débutait tous en même temps. Donc il y avait un côté sympa, on va tous découvrir le truc ensemble et on pourra s'affronter les uns les autres On et pourra se voilà. tromper ensemble aussi au niveau des règles. Oui, 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 ah bah oui, oui, évidemment. Mais il y avait ce côté, voilà, on peut se lancer sans aller, sans devoir chercher des gens qui connaissent déjà hyper bien le jeu et qui vont juste nous Hmm. laver en boucle. Et voilà, enfin, voilà, il y a un côté progression de groupe qui est quand même chouette, assez galvanisant, quoi. Ouais. Et en plus, on a tout de suite parlé projet vidéo et séries autour, quoi, qui ont, qui ont tout de suite mis une couche supplémentaire qui nous a beaucoup décidé à nous lancer, quoi. À tel point qu'aujourd'hui, là actuellement, un des le plus gros projet que j'ai jamais voulu lancer sur ma chaîne est en cours sur Warhammer 40 000. Hmm. D'accord. D'accord. Ça fait aucun doute que si on doit commencer le jeu de figurines, commencer avec des potes, c'est de très très loin le mieux à faire en fait. Parce qu'il Ah, y j'en a, suis convaincu. ouais, ouais, il y a vraiment une émulation, peut-être aussi des espèces de petits défis, des gentils défis en mode bah viens, on se retrouve genre dans une semaine, donc faut peindre tel truc, faut monter tel truc, etc. Ah, et puis surtout le choix des armées aussi, chacun va volontairement piocher une armée qui lui parle plus qu'un autre. On va essayer de pas se marcher dessus aussi au départ. Et puis au bout de 15 ans, là je te parle pour les anciens qui font de la figurine, bah, fatalement tu as toutes les armées, ou peut-être pas toutes, mais tu en as quand même un certain nombre. Mais le départ entre potes, il est vraiment magique. Tu m'as parlé du fait que donc ton prochain, enfin, apparemment tu as un projet assez important autour de la figurine. J'aimerais juste te demander le moment où tu t'es dit je vais filmer des jeux de bataille, où je vais faire des lives sur Twitch, où je fais de la peinture ou du montage, où je vais montrer des commandes de peinture que j'ai reçues, etc. Parce que je suis allé jeter un œil sur ta chaîne Twitch. Sur le plan purement technique, là, ça a dû te bouleverser un petit peu quand même, parce que jusqu'à présent, tu étais plutôt en mode screencast, entre guillemets, enfin tu enregistres ton écran, ta tronche, ton micro, point. Filmer des figurines, Mhm. c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est autre chose, oui. Ben, le côté peinture est venu un petit peu après, parce que faut savoir que les armées 40K que j'ai, je ne les ai pas peintes. C'est des armées que je confie à des peintres pros. Euh, Tout simplement parce que j'aurais absolument pas le temps de Mhm. peindre des armées comme ça. Encore une fois, faut bien partir du principe que dès le départ, j'ai été dans une optique de projet Ouais. vidéo et que à ce moment-là, tu raisonnes enfin, je raisonnais directement en termes de projet. Donc, c'est-à-dire que je me suis tout de suite dit, ok, je veux faire un projet vidéo, je vais avoir besoin de points d'armée. Si je veux pouvoir faire des trucs un peu diversifiés, il va me falloir plus qu'une armée, sinon au bout d'un moment, les vues vont s'effondrer, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc, il faut diversifier. Il va falloir travailler des décors, il va falloir machin bidule. Et je suis tout de suite parti du principe que si je devais peindre tout, Mhm. c'était pas possible. C'était impossible. Parce que, bah, en fait, j'ai une chaîne Twitch, effectivement, sur laquelle je suis essentiellement actif le soir. Un peu la journée aussi parfois, mais surtout le soir.
Et la journée, je travaille aussi à alimenter une chaîne YouTube. Et encore une fois, mon contenu principal, c'est Total War Warhammer, c'est les jeux vidéo, des jeux de stratégie, etc., où je diversifie aussi le contenu. Mais ce que je veux dire, c'est que rajouter à ça, peindre 2, 3, 4 000 points d'armée, bah, je suis parti pour 5 ans en fait. Ouais, non mais je vois bien le Donc, délire. c'est une échelle de temps en termes de création de projet qui n'est pas envisageable, qui n'est pas applicable. Donc, bah, tout de suite, j'ai raisonné le truc en me disant, ok, si je confie la peinture, est-ce que c'est jouable en termes de délai, en termes de budget, et qu'on peut mettre un truc en route correctement. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis pas représentatif du joueur moyen dans le truc, parce que dès le départ, je n'ai pas les mêmes attentes et pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui se lancerait sans avoir une chaîne YouTube sur le côté, tu vois. Ouais, je comprends bien. Et puis, ce hobby du jeu de bataille avec figurines, il a plein de facettes, comme tu l'as dit, hein. Il y a l'aspect montage, conversion, sculpture. Il y a l'aspect peinture, qui sont les deux aspects vraiment manuels de cette passion. Ensuite, Ouais. il y a les règles, la gestion des règles. Et ça, c'est pareil. Il y a une quantité de bouquins à avaler qui peut faire peur au départ, surtout dans la version actuelle de Warhammer 40 000, par exemple. Ça prend du temps, oui. Ouais, ouais, c'est ultra chronophage. Et toi, tu t'es rajouté en plus une couche. Donc je comprends très bien qu'il y en ait certaines sur lesquelles tu ne veux pas passer du temps. Tu t'es rajouté la couche de vidéo, en fait, qui normalement ne fait pas partie du hobby. Mais là, pourquoi tu veux partager ça d'ailleurs? Pourquoi tu as envie de partager du jeu de figurines? Euh, alors déjà parce que j'ai beaucoup aimé le lore de Warhammer 40 000 quand j'ai commencé à m'intéresser au truc, que j'ai commencé à regarder des vidéos et tout, je trouvais le lore assez extrêmement riche et très très bien monté. Mhm. Enfin, encore une fois, c'est le côté, tu sais, t'as plein de trucs qui, tu les mets côte à côte, t'as l'impression qu'il n'y a aucune cohérence. Et malgré tout, dans le lore, ils arrivent à rendre Ouais. le tout cohérent et que ça tire ensemble et ça marche, quoi. Et j'ai très très vite accroché et donc j'ai acheté des bouquins. Là, je commence à avoir pas mal de bouquins lus ou à lire. Et c'est un des trucs qui m'a le plus donné envie de commencer à faire des vidéos là-dessus, c'était de pouvoir échanger là-dessus. Et d'ailleurs, le gros projet sur lequel je suis en train de bosser pour l'instant, c'est une espèce de série de vidéos narratives, si tu veux, sur 40K. Le but, c'est pas tellement de faire tu sais, comme les croisades, donc avec les règles spécifiques pour pouvoir faire une campagne et tout, c'est pas ça l'objectif. Le but c'est vraiment plutôt de faire une histoire fan-made et en fait de jouer les batailles et de les mettre en scène avec les figues. Ok. Tu veux rentrer dans le détail de l'explication des règles pendant ce genre de vidéo, ou alors ce sera suggéré, mais le plus important reste l'histoire que tu veux raconter. Le plus important reste l'histoire, mais il y aura quand même une place pour les règles. Quand même une place à chaque bataille pour expliquer les règles, comment s'est passée la bataille, etc. Mais le focus principal reste la narration et raconter l'histoire. Et en fait, c'est effectivement quand tu dis ça rajoute une couche, ben oui, et cette couche-là, elle est non négligeable parce qu'il y a de un la nécessité de tourner des images, des figurines. Il faut un matos spécifique, Ouais. donc il faut les connaissances pour le faire et le matos pour le faire. Il faut pouvoir mettre ça correctement sur un plateau de tournage, donc avec des lumières correctes, des fonds corrects, etc. Euh, Puis il y a la question de comment est-ce qu'on monte tout ça, comment est-ce qu'on met ça en sauce. Par exemple, j'ai essayé plusieurs formules en mettant des espèces une vue simplifiée de la carte par au-dessus avec des logos, des trucs comme ça. Essayer de rajouter des animations par-dessus. Qu'est-ce qui marche pas. C'est énormément de questions hein, pour réussir à trouver la bonne formule qui tienne dans le budget dont je dispose, parce que tout ça, en fait, c'est cher. Hein. Mm. Euh, et en même temps, qui donne un résultat correct. C'est énormément de recherches, énormément de tests. Là, je fais des journées entières où je fais du tournage avec les figurines pour vraiment me spécialiser enfin, apprendre en fait à réussir à obtenir des plans stylés, que ce soit en termes de Ouais. travail de la lumière, des mouvements de caméra, de quel matériel est le mieux adapté pour telle ou telle situation. Enfin, tu vois, il y a cette composante en plus qui effectivement est aussi très chronophage, quoi. Mais en fait, même à une échelle moindre, c'est la phase R&D, recherche et développement, finalement, d'une
petite entreprise, quoi. Parce qu'en gros, c'est exactement ça. Ça, oui, oui, c'est complètement ça. Et en fait, j'ai déjà publié 2-3 rapports de bataille sur ma chaîne. Mm. Et quand tu regardes, ils ont tous un truc à chaque fois un peu différent. Parce que c'est les rapports de bataille qu'on fait pour l'instant. Donc je joue majoritairement avec Best Marmotte, qui est mon partenaire, qui est d'ailleurs partie prenante dans le projet, qui est à fond dedans aussi. Et qui représentera le côté chaotique de l'histoire, évidemment. Ouais. Et en fait, on avance là-dedans pas à pas, et à chaque rapport de bataille, il y a des choses qui sont différentes. Il y a des éléments qu'on a essayé plus ou moins pousser pour faire les vidéos. Et en regardant, bon ben voilà, cet élément-là, cette partie-là, si on la fait vraiment à fond, voilà combien ça coûte. Voilà combien de temps ça prend. Cette partie-là, je peux prendre une partie moi-même, sous-traiter une autre partie, ça coûte peut-être un peu moins cher, mais le résultat est un peu moins bon. Tu vois, on fait vraiment des tests pour essayer de trouver la meilleure formule. Et là, on commence tout doucement à être prêt à avoir justement éprouvé suffisamment les différentes techniques et savoir vers quoi on peut aller ou ne pas aller pour obtenir un bon résultat sans que ça coûte Ouais, 30 je 000 euros, comprends. quoi. Mais du coup, ça a l'air d'être quand même un moteur vraiment important, cette idée de faire des belles vidéos. Et c'est trop cool, hein, parce que pour la communauté, c'est trop génial d'avoir du contenu supplémentaire autour du jeu de bataille. Malgré ça, est-ce que tu arrives quand même à prendre ton kiff, à prendre ton pied au moment où tu joues ces parties? Alors, je vois ce que tu veux dire. En fait, on a fait quelques batailles en off, mais pas beaucoup. Ça prend du temps. Ça Ouais. prend beaucoup de temps de jouer. Et bah, pour la même raison que je ne pourrais pas peindre une armée entière, je ne saurais pas jouer une fois ou 2 fois par... Enfin, je ne saurais pas jouer 2 fois par mois. Hmm. C'est pas possible. Ça prend trop de temps. Et jouer en off sans rien en tirer du tout en termes de vidéo et tout, on peut se permettre de le faire une fois de temps en temps, mais pas trop en fait. Parce que Ouais. sinon, c'est Tu vraiment du culpabilises temps qui après? part. Bah, culpabiliser, non, mais faut se dire, ok, on va perdre une journée à faire ça alors qu'on aurait pu bosser Ouais, je comprends. ou faire ça pour avoir une vidéo derrière. Après, c'est comme jouer aux jeux vidéo en stream. C'est pas parce que c'est devenu du stream que j'y prends plus de plaisir, tu vois. Et quand on fait une bataille Warhammer et qu'on l'enregistre, bah, c'est pareil, on s'amuse quand même. Ouais, et puis peut-être que sur l'aspect, c'est juste qu'en n'ayant pas en n'ayant pas besoin de penser à la technique pendant une partie, fatalement, tu te concentres plus sur le jeu, sur l'appréhension des règles, sur le combotage, parce que dans Mm. Warhammer 40 000, il y en a à balles, Oui. Oui. et sur la profondeur, entre guillemets, du système. Est-ce que tu as envisagé des formats plus petits? Ce que je veux dire par là, c'est il y a aussi des très très bons jeux, toujours chez Games Workshop. Il y en a chez d'autres marques aussi, je t'en parlerai un petit peu après. Il y a des plus petits formats du type Kill Team, tu as dû en entendre parler, Ouais. Necromunda, etc., qui sont des formats du coup plus rapides à jouer, et qui bah, du coup sont plus faciles à mettre en place aussi, plus petites tables, etc. Est-ce que tu as envisagé ces formats ou pas du tout? Ouais, on a envisagé. Le truc, c'est que Kill Team, j'ai fini par renoncer à Kill Team parce que je voyais pas où l'intégrer dans le reste des projets en cours. Hmm. Et donc, comme ça collait pas, ça faisait un truc en plus. Et donc là, j'ai préféré renoncer et me focaliser sur 40K vraiment. Par contre, on va tester Boarding Action parce que lui, comme il est vraiment basé à fond sur 40K, en fait, c'est une partie de 40K, mais qui est très légèrement modifiée en termes de règles et allégée sur pas mal d'aspects. Là, par contre, on s'est dit que ça rentrait beaucoup plus facilement dans la continuité de ce qu'on faisait. Et là, on va en faire, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà joué à d'autres jeux de figurines qui ne sont pas de la marque Games Workshop ou jamais? Des wargames? Du jeu de bataille avec figurines.
mais pas de chez Games. Parce que sache qu'il y en a un sacré paquet quand même. Risk, ça compte? Risk, on va dire que ça compte. Mais Alors oui. on a tous joué à Risk, tu vois, c'est le Ouais, ouais, Joker, ça. ouais, bah ouais. Mais moi, je kiffais à fond un Risk et des trucs comme ça, j'aimais beaucoup. Après, Risk, ça reste ultra frustrant parce que comme les jets de dés Bah, c'est sont la chance. extrêmement peu nombreux, ouais, c'est ça, c'est la chance. C'est ça. Je joue à Risk avec mes enfants aujourd'hui. J'ai été traumatisé il y a quelques mois en jouant avec eux, où mon fils de 8 ans, alors que j'avais blindé ma frontière avec des troupes à plus savoir quoi en foutre, il est débarqué avec 3 régiments d'infanterie à ma C'est frontière. ça. Et il a eu une moulasse au jet de dés tellement infâme qu'il a plié 3 territoires d'un coup alors qu'ils étaient remplis, quoi. Ouais, ouais, je vois bien le délire. Il y a pas longtemps, pour rester dans Risk, on a testé avec ma chérie Risk The Walking Dead, qui apporte des mécaniques de jeu un peu différentes avec du contrôle de territoire, de ressources et des zombies qui apparaissent sur la carte et qui viennent foutre le Ah. bordel entre les joueurs. Si tu le trouves d'occasion ou qu'on peut te le prêter, franchement, il est rigolo. Ouais. Ouais, ouais. Mais j'avais vu le risque Warhammer. Il y a un risque Warhammer Ouais. 40 000, mais j'avais pas réussi à le trouver dans le commerce, mais ça pouvait être cool aussi, ça. Ouais, ouais. Revenons un petit peu plus concrètement à ta chaîne. Aujourd'hui, donc, tu en vis depuis quelques années. J'ai pas le détail. Tu es présent aussi bien sur Twitch que sur YouTube. J'aimerais juste savoir si entre les deux, il y avait une différence de revenus, sans me parler de chiffres, hein, juste savoir ce qui rapporte le plus en fait quand on veut se lancer en live ou en vidéo sur Internet, Twitch ou YouTube. Oh bah pour ma part c'est pas compliqué hein. Twitch c'est attends En pourcentage, tu Tw- vois, à la louche. c'est- Twitch c'est quasiment x3 par rapport à YouTube les revenus. D'accord. Ouais, globalement c'est à peu près ça. Après tu as des fluctuations très fortes des deux côtés hein. Ouais. Tu peux avoir faut savoir qu'une chaîne Twitch et une chaîne YouTube, les revenus ça se calcule surtout à l'année. Parce que par mois, en fait, si tu suis les revenus vraiment par mois, tu deviens fou. Hein, parce qu'il y a des mois où tu vas gagner moitié moins que le mois Mm. d'avant. Et où tu peux dire merde, ça s'effondre, c'est le bordel, c'est la fin, au secours. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que tu es dans un creux de la vague et puis ça repart. Et c'est vraiment très fluctuant dans les deux cas, quoi. C'est pour ça aussi que les gens qui visent de faire de YouTube ou de Twitch leur activité professionnelle, méfiez-vous, ne vous lancez surtout pas avant d'avoir un recul quand même suffisant sur les revenus parce que, encore une Ouais. fois, ces revenus peuvent être très fluctuants et il faut voir le revenu à l'année Mm. et prévoir une marge de sécurité parce que sinon c'est compliqué. Ouais, toujours, toujours. Donc oui, Twitch est beaucoup plus rémunérateur pour moi. Cependant, c'est mon cas précis. Je n'en ferai pas une généralité. Je sais pas si quelqu'un qui se lance, c'est pas parce que quelqu'un se lance sur Twitch qu'il va forcément avoir plus de revenus sur Twitch que sur YouTube. Tu vois, il faut pas en faire de généralité. Ouais, il n'y a pas vraiment de règles fixes. Non, il y a quelques grands concepts, mais déjà j'ai commencé sur YouTube et puis après je suis passé sur le stream et puis sur Twitch. Et le fait que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube faisait que j'avais déjà une petite communauté au moment où je me suis lancé en stream. Ouais. Et que le stream a forcément... L'amorce a été moins difficile à faire en stream, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, Que si clairement. tu te lances à partir de rien en stream, c'est C'est dur hein, parce que le t'es parcours du noyé. combattant. Ouais, t'es noyé dans la quantité de streamers et Ouais, si ouais. t'as pas déjà une petite communauté qui va te permettre d'avoir un certain nombre de viewers au moins au départ, ça fait aucun doute. L'exercice de YouTube et de Twitch, pour moi, il est radicalement différent. Parce que sur YouTube, tu fais de l'enregistrement, tu peux te reprendre, tu peux créer une insertion quand tu as envie, bref, tu peux le rythmer comme tu as envie. Le Twitch, on est sur du live, on est sur du quasi-présentateur, radio, télé, tu le vois un petit peu comme tu veux. Est-ce que tu as une préférence pour un exercice ou un autre? Plutôt le live ou plutôt l'édition de la création de vidéos? Ouais, personnellement, je passe de l'un à l'autre tout le temps. En fait, j'ai des phases. J'ai des phases où j'ai presque envie de faire que des streams et où j'ai pas envie de bosser sur YouTube. Et puis il y a des moments, c'est l'inverse. J'ai envie de moins streamer et de plus me focaliser sur YouTube. C'est vraiment des phases. En fait, j'aime bien alterner
échanger, changer un petit peu dans les projets parce que c'est très différent, comme tu dis. Ouais. Mais les deux sont complémentaires et sont très cool. Par exemple, il y a des choses que j'arrive à faire sur des vidéos YouTube qui seraient impossibles à faire en live et vice-versa. Euh, Faire une vidéo YouTube, par exemple, travailler avec du texte, avec, comme tu dis, avec du montage, avec des intégrations, des trucs comme ça, tu peux réussir à faire un format qui soit condensé, qui soit bien structuré, qui soit vraiment bien calé, quoi, et qui intéresse plein de gens qui vont s'intéresser à ce que tu dis. Tu peux poser un discours de manière très réfléchie, très structurée. C'est beaucoup plus facile d'avoir un discours structuré sur YouTube parce qu'encore une fois, effectivement, tu peux te reprendre au montage. Si tu te rends compte qu'il y a un moment où tu as dit des trucs qui étaient à côté de la plaque ou quoi, bah, tu le refais, tu le reformules, bon voilà. Il y a toute la phase de réflexion et d'écriture avant. Sur Twitch, tu peux discuter avec les gens, mais quand tu discutes en live, c'est plus dur de structurer ses pensées en direct. Ouais. Surtout que souvent, tu réagis en fait à des questions qui te sont posées par les viewers et donc tu réagis à chaud. Donc c'est encore plus dur de bien structurer ton truc parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte que parfois, on essaye de répondre à des questions qui nous sont posées en live ou de donner un avis sur un truc ou quoi, mais c'est vraiment des trucs posés à chaud, à moins d'avoir vraiment bien réfléchi à la question déjà en amont et que, tiens, heureux hasard, on me pose justement la Ouais. question à laquelle j'avais déjà réfléchi et donc je vais pouvoir y répondre de manière assez structurée. Sinon, c'est hyper difficile de répondre à des choses en étant structuré, synthétique et correct dans ses réponses, tu vois. Parce que prendre quelques secondes de réflexion pour te dire, ah ok, qu'est-ce que je pense de cette mécanique de jeu, tu sais, si tu n'y as pas réfléchi avant, Bah, tu te bien dis, sûr. bon ok, je pense ça, ça, ça. En fait, tu as les premières idées que ton cerveau t'envoie, tu essayes de les structurer vite fait et puis tu en parles. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre 2 jours à tester, à écrire, à réfléchir et à structurer ta pensée sur le papier avant de commencer à la monter sur vidéo, tu vois. Mmh. Du coup, ça me fait penser il y a peut-être vraiment un fossé de fond entre YouTube et Twitch. Ce que je sous-entends là, c'est que sur YouTube, c'est des vidéos qui sont travaillées en amont, etc. Du coup, comme tu l'as dit, la pensée et la volonté globale de ce que tu veux transmettre dans cette vidéo, a priori, il est respecté. Si tu l'as mis en ligne, c'est que tu crois à ce que tu as fait. Alors que sur Twitch, on est sur de l'instantanéité qui fait que le fond, il est complexe. Il est complexe parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, quand on te pose une question sur un truc et que tu dois répondre tout de suite, putain, ouais, il y a des tas de sujets qui sont vachement plus profonds qu'ils n'y paraissent, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure que t'en parles, tu vas te dire, ah oui, mais merde, attends. C'est Au, ça. au fur et à mesure que t'en parles, limite, tu remets en cause ce que tu viens de dire 5 secondes avant et tu dis, attends, est-ce que je suis sûr de ça? Et ça c'est le processus d'écriture dans lequel, quand tu bosses sur YouTube, c'est pour YouTube, enfin, Ouais, bosser ouais. à faire une vidéo, c'est le processus d'écriture qui te permet, en te relisant, de te dire, non, mais en fait, là, je me contredis. Ou alors là, j'ai écrit ça au premier Bien jet, sûr. mais en fait, en y réfléchissant, je suis plus tout à fait d'accord, ou en tout cas pas formulé comme ça. Mm, Ou tu te rends compte que tu formules des trucs qui sont interprétables différemment. mm. Que tout ça dans le live, c'est du live. Tu balances C'est le truc, c'est là qu'on il est peut, balancé. qu'on peut mieux comprendre certains clashs ou trucs qui font du bruit sur Twitch. Bah, encore une fois, parce que c'est un autre exercice en fait d'être en live et de répondre du tac au tac. Et ouais, je vois la complexité de la chose. Alors moi, j'ai fait quelques lives un peu improvisés la plupart du temps avec comme ça là, mais je me rends compte que c'est un exercice qui me convient pas. Tu vois, même là, on n'est pas en live, alors qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des interviews en live pour que les viewers puissent aussi poser des questions. Mais c'est vraiment un autre exercice en fait. Et limite, il faudrait être 3 pour qu'il y ait quelqu'un qui gère le chat en plus. Ouais, ça reste. Oui, c'est vrai. En fait, tu fais bien de le préciser. Il y a le paramètre en plus qui est quand tu t'adresses à un chat, tu t'adresses pas à une personne. Mm. Tu t'adresses à plusieurs personnes. Et ces plusieurs personnes, elles sont pas homogènes. Ah bah Donc, tu vas avoir des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, qui n'ont pas les mêmes manières de s'exprimer, et tu ne le sais pas. À moins que ce soit des viewers vraiment très réguliers, que tu commences à connaître un peu et que tu sais leur point de vue global sur certaines choses, leur manière de s'exprimer, et avec qui tu peux plus facilement identifier ce qu'ils sont en train de dire quand ils disent quelque chose. Mm. Mais la plupart des viewers, tu peux pas anticiper
exactement. C'est comme discuter avec un inconnu dans la rue sur un sujet, enfin sur n'importe quel Bien sujet, sûr, bien sûr. sans connaître son point de vue. Et en plus, comme c'est à l'écrit, enfin toi tu parles à l'oral, mais tu lis quelqu'un qui écrit dans un chat. Il n'y a pas Donc l'intention. ouais, en fait c'est ça. T'as un truc dans ton cerveau qui est que en plus t'es dans le flou parce que t'es jamais sûr à 100% d'avoir totalement compris le point de vue de la Ouais. personne avant de lui répondre. Mais ça, c'est voilà, c'est l'exercice de stream, c'est très compliqué pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage vivement les gens à ne pas trop, enfin, à garder en tête le fait qu'un stream, c'est une discussion à chaud avec un streamer et que il peut y avoir des approximations, des phrases qui sont tournées de manière pas Oui, 100% judicieuse, oui, etc. Et que, on est humain, on n'est pas ChatGPT, quoi. Donc, ouais, ou bah même lui, il dit beaucoup de conneries. oui, oui. Mais non, effectivement, c'est un exercice qui est difficile et c'est pour ça que je considère que les deux sont vraiment complémentaires. Parce que si tu veux, moi, ça m'arrive souvent. J'adore discuter avec les gens en live. Mais je garde en tête le fait que c'est du live, donc c'est de la réaction à chaud, c'est de l'explication à chaud. Et en plus, quand je le fais, la plupart du temps, je suis en train de jouer. Donc je dois jouer, réfléchir à ce que je fais dans le jeu, et en même temps parler de certains sujets qui sont souvent proches du jeu, mais pas nécessairement en phase avec ce que je suis en train de faire. Enfin, tu vois, plein. Et tout ça tout en regardant le chat qui continue à défiler, avec des réactions plus ou moins qui vont dans ton sens ou pas dans ton sens dans le chat, et qui viennent te perturber aussi. Bon voilà, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer. Mais ça pour dire que c'est très complémentaire parce que parfois, je suis en train de streamer, on parle d'un sujet et tout, et je me dis, tiens, c'est vraiment un sujet intéressant. Et à la fin du live, on a échangé, on a discuté avec les viewers, et parfois je me dis, en fait, ce sujet-là, on en a parlé, on a abordé pas mal le truc, mais là maintenant, j'ai envie d'en faire une vidéo pour approfondir, poser plus mon discours là-dessus, et le mouler dans une vidéo qui sera une trace plus pérenne de cette discussion sur le truc, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Je suis complètement d'accord avec le fait que les remarques des viewers sont vraiment cruciales pour aussi, qu'on le veuille ou non, orienter le contenu qu'on va produire dans le futur. Déjà parce qu'ils nous alertent sur les choses qui les intéressent le plus. On va pas se mentir, si tu vois 15 fois la même question, c'est qu'il y a un truc par là, quoi. Et ensuite, ça nous permet aussi à nous, dans notre réflexion, de nous dire putain, mais c'est vrai, ce sujet-là, comme tu viens de le dire, il est super cool comme sujet, j'y avais pas pensé en fait. J'ai envie d'en faire une vidéo plus développée. Je comprends tout à fait. C'était mon cas, par exemple, dans le cas de l'impression 3D. J'aimerais juste d'ailleurs t'en parler un tout petit peu. Toi qui t'es lancé dans les figurines, alors est-ce que tu as entendu parler de l'impression 3D? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou pas du tout? Oui, parce qu'il y a l'impression 3D, c'est comme les modes dans les jeux vidéo, si tu veux. Tu as 3 catégories de personnes. Tu as ceux qui vont l'utiliser ou pas l'utiliser, mais qui s'en foutent un petit peu, tu vois, qui vont... Bon, voilà, oui, l'option est là, donc on peut éventuellement l'utiliser si on voit des trucs cool, mais sinon on n'en sent pas le besoin absolu. Puis tu as les 2 autres catégories. Je pense que cette catégorie-là, c'est la catégorie du milieu qui est aussi les gens les plus nombreux. Puis tu as les 2 catégories aux 2 extrémités. Avec ceux qui vont te dire surtout jamais c'est le vanilla et rien d'autre parce que sinon ça dénature complètement l'expérience de base et on ne veut pas d'autre chose que l'expérience de base. Et qui vont être très véhéments avec ceux qui ne feront pas comme ça. Et puis tu as ceux à l'autre bout qui vont dire mais enfin c'est génial, ceux qui n'utilisent pas ça ils n'ont rien compris, il faut absolument passer par ça, sinon vous avez un truc qui est complètement inabouti. Et ça, que ce soit sur les figues ou dans le jeu vidéo, c'est pareil quoi, par rapport au mode ou à ça. Donc tu as un espèce de... Dès que tu abordes ce sujet-là sur un live ou quoi, voilà, les réactions sont toujours comme ça. Tu as ceux du milieu et puis après tu as les 2 extrêmes, tu vois, les tirs de roquettes qui passent. C'est ça. Je suis bien d'accord. Il y a des gens pour, des gens contre, c'est évident. Et toi, tu te placerais où sur ce curseur? Si toutefois tu devais... Bah moi je suis au milieu parce que j'en ai des trucs imprimés en 3D.
Et ça t'a déçu vis-à-vis des figurines officielles ou c'était plutôt cool? Ceux que j'ai pour l'instant, c'est des trucs plutôt sympas, mais je retrouve quand même effectivement pas la finesse dans les fig, des fig games, je dois dire. Mmh. Mais par contre, ça permet plus de créativité dans le sens où t'as beaucoup plus de propositions en fait. Ouais. Et moi, j'ai utilisé ça, bah, bon, pour la série que je suis en train de préparer, justement. On voulait des trucs un peu uniques, Mmh. des personnages un peu uniques, des trucs comme ça. Et là, on a été pioché dans des éléments imprimés en 3D qui permettaient de soit partir d'une base Games Workshop et ajouter des pièces imprimées en 3D pour faire des trucs un peu diversifiés, voire carrément, j'ai une petite escouade, je ne dirais pas laquelle, mais j'ai une Ouais, ouais. petite escouade assez particulière dans la narration qui est là, c'est du full impression 3D. D'accord, et ça permet, ouais, effectivement, plus de personnalisation, en fait, de créer, pourquoi pas, des chapitres, de créer, des escouades spéciales de la garde impériale, de créer des cultistes, des gangers et cetera. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je pense que c'est la majorité des gens, hein. Je pense que la majorité des gens qui connaissent l'impression 3D et qui font appel à ce genre de technique pour leurs figurines, c'est ce que tu viens de décrire, c'est, tiens, j'aimerais bien une escouade un peu différente du reste de l'armée. Ou tiens, j'aimerais bien Ouais, qu'ils aient tous une cape. Euh, personnalisation, ouais, hmm, ouais, ouais. hmm. Les C'est bits, sûr. les bits qu'on appelle. Ouais, ouais, c'est ça. Et bah là, voilà, la petite escouade que j'ai voulu me faire, c'était un truc vraiment dans l'histoire qui était assez particulier, qui avait vraiment une explication derrière le fait que, enfin, ils étaient très différents des autres. Et ça permettait d'aller chercher un truc visuellement qui se marquait, tu vois. Ouais, Visuellement, ils sont pas du tout pareils ouais, que ouais. les autres. Ok. Et ça, c'est bah, voilà, c'est une manière d'ajouter un truc. Par contre, voilà quoi, t'as des gens qui m'ont déjà dit plein de fois, mais intéresse-toi à l'impression 3D, dans le sens acheter une imprimante et tout. Mais ça, par contre, non, j'irai pas Mais c'est vers du ça parce temps. que. C'est encore du Mais temps. oui, c'est du temps et l'impression 3D, je pense que, enfin, imprimer soi-même en 3D, ça peut être intéressant, mais dans des cas assez précis, quoi. À ce moment-là, il faut vraiment avoir une espèce de consommation de figurines Bien qui est sûr. telle que ça devient intéressant. Sinon, tu peux passer par des sites qui impriment des schémas pour toi, sans avoir besoin d'avoir une Ben, imprimante chez absolument. soi. Et sachant que l'imprimante chez soi, faut aussi apprendre à s'en servir. Hmm. Elle prend de la place, faut l'entretenir, tu vois. Donc si t'as pas une consommation de figues vraiment importante, t'as tous les inconvénients qui vont venir de l'autre côté, qui vont être autant passés par de l'impression par un site tiers, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Non, c'est sûr qu'il faut, ouais, ouais, il faut absolument pas se lancer dans l'impression 3D si c'est pour imprimer 3 épaulettes de Space Marine, quoi. Oui, acheter une imprimante pour faire une fois Ouais, ça et c'est puis ça. deux escouades de Space Marine, c'est bon, quoi. C'est C'est pas. c'est ça. Revenons un petit peu sur les jeux vidéo, parce que c'est Ouais. quand même le sujet principal de ta chaîne. Aujourd'hui, est-ce que dès que tu joues, tu streams? Ou est-ce que ça t'arrive, enfin tu streams ou tu enregistres, est-ce que ça t'arrive encore de jouer, caméra éteinte, laissez-moi tous tranquille, je lance un jeu, fermez-la, c'est mon moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. De moins en moins, de moins en moins. En fait, oui, ça peut encore m'arriver de lancer une partie ou quoi en off, mais en règle générale, si je lance une partie en off, c'est que j'ai une idée derrière la tête, Ouais. c'est que je veux tester des modes, c'est que je veux tester un truc. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai relancé une campagne en off sur le Total War, les Trois Royaumes. Hmm. Et j'avais envie de retester un petit peu les mécaniques du jeu parce que j'étais en train de réfléchir à des vidéos et où il fallait que je me remette les mécaniques des Trois Royaumes vraiment en tête. Hmm. Et en fait, en y rejouant en off, euh, j'ai eu envie d'y recoller des modes, j'ai eu envie de regarder un peu, d'approfondir certaines mécaniques et l'effet que certains modes pouvaient avoir dessus. Et au final, j'ai plusieurs vidéos qui sont en cours d'écriture ou en réflexion, parce que toutes les vidéos que je commence à écrire ne voient pas toujours le jour. Parce qu'au bout d'un moment, en écrivant, je me rends aussi parfois compte, ok, je vais nulle part avec cette idée-là, j'arrête. Euh, donc, euh, T'as un esprit d'entrepreneur en fait.
Enfin, j'ai l'impression quand Bah, même que ça, c'est pas une critique, hein, pas du tout. J'ai la même remarque. Tu vois, cette nuit, j'ai joué avec un pote à Dying Light en coop. ouais, ouais, ouais. On a surkiffé. Il est trop bien ce jeu en coop. C'est vraiment une tuerie. Ah, il est marrant. Mais pendant le jeu, il y a certaines scènes que j'ai vues. Je me suis dit, putain, mais ça, faut que je le sculpte. Donc Ah en ouais, fait, bah ouais, ouais, t'es ouais. toujours en phase de Oui, c'est réflexion. ça. En fait, ce que tu dis, oui, c'est ça. T'as toujours un coin de ton cerveau qui est en train de bosser à ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Mm. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mais Euh, oui, mais je pense que c'est comment à partir. En fait, ça fait partie du contrat entre guillemets quand tu décides de vivre de ta passion. Et tel que tu me le dis là, c'est pareil pour toi. C'est que avoir la chance de vivre de sa passion, c'est une chance incroyable. Mais d'un autre côté, il faut accepter le revers. bon, on a une petite coupure. Tu étais en train de parler du fait qu'il faut accepter le revers de la médaille. Oui, c'est ça. Le revers de la médaille que tu dois accepter quand tu commences à travailler sur ta passion, c'est que tu ne verras quasiment plus jamais ça, que tu ne verras plus jamais le truc comme un loisir pur. Mm. Ça devient à la fois une passion et à la fois un métier. Donc, c'est-à-dire que c'est impossible de t'enlever le côté travail de la tête. Mm. Donc, quand je suis en train de... en fait, si je me retrouve à jouer, par exemple, à un jeu vidéo en off et que ça ne va aboutir ni à des vidéos, ni à des streams que je vais pouvoir faire sur le truc, ni à quoi que ce soit, en fait, j'ai vraiment le sentiment que je suis en train de perdre mon temps et que je ne devrais pas faire ça, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a certains jeux, les, les gens qui me suivent, ça, j'en parle souvent, c'est Minecraft par exemple. Ouais. Par exemple, ce jeu-là, c'est un jeu auquel, quand j'y joue, c'est un jeu que j'adore, et quand j'y joue, j'ai tendance à vite partir sur des heures dessus. Et je sais que ça ne va que très difficilement pouvoir aboutir en stream ou en vidéo. Tu parles Et de si Minecraft, c'est ça? Ouais. Ouais. Et si je fais aboutir ça en stream ou en vidéo, c'est des trucs qui vont avoir des résultats très très faibles. Mm. Il faut toujours que je garde ça dans un coin de la tête, si tu veux. Mm. Et donc, ben, je le jarte de mon PC parce que c'est trop dangereux d'y passer une après-midi alors que je devrais être en train de faire du montage ou même à un moment, t'en viens à te dire qu'est-ce qui vaut mieux que je passe l'après-midi sur un jeu auquel j'ai juste envie de jouer en off ou passer l'après-midi à dormir parce que Parce que je fatigué. bosse parce que je suis fatigué, parce que je travaille la journée sur les vidéos YouTube et puis après la nuit je stream jusqu'à minuit, 1h du matin. Et que donc, au bout d'un moment, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'utiliser ce temps-là pour dormir, juste Ouais. pour être plus en forme le lendemain et travailler mieux sur la suite. Enfin, tu vois, c'est toute une réflexion là-dessus. Donc, jouer en off juste pour mon plaisir, c'est de plus en plus rare. Mm. Ça n'empêche pas de s'amuser pendant les lives et tout, mais Ouais, non, mais il y a effectivement toujours le côté entrepreneur qui parle. je comprends. Moi, c'est un petit truc que je me suis fixé depuis 3 ans maintenant. En fait, quand je me suis lancé sur Patreon, avec la rigueur de devoir fournir un travail. Alors, moi, c'est pas quotidien comme toi, c'est mensuel. Le truc, c'est que c'est des packs donc, de fichiers 3D que tous les mois, les gens reçoivent. C'est piégeux, ça. Voilà, le truc c'est que c'est beaucoup de travail sur la durée, En parce amont. que je fais pas, voilà, Ça. je fais pas ça en 1 heure, tu vois. Et à partir du moment où je me suis lancé dans ce truc, je me suis dit, il faut pas que j'oublie quand même de garder le kiff sur le milieu de la figurine. Et c'est pour ça que alors je vais pas dire que je me force, mais de temps en temps, je me dis, mec, pose la 3D, mets-toi devant ton établi, prends une boîte de figurines, parce qu'on a tous une quantité de boîtes de figurines non peintes stockées à la maison. Non. Pas. Voilà. Fais-toi un petit kiff 1 heure. Et en fait, je me rends compte que cette heure-là, elle est de 1 reposante, et de 2, elle est aussi productive, parce que le fait d'avoir des figurines d'autres marques dans les mains m'alerte sur ma capacité à sculpter ensuite derrière en mode, putain, là, le creux, faut que je le travaille plus, tu vois ce que je veux dire? Donc, de temps en temps, voilà, moi, je me force aussi. Mais quand j'ai du temps, en fait, quand j'ai du temps dispo, où vraiment je me dis, bon, voilà, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire pour le moment, j'ai beaucoup plus tendance, en fait, à aller me taper dans le canapé devant un film ou une série ou un truc comme ça. Ouais.
Un jour ou deux par semaine, en fait, je fais ça, quoi. Je me dis non, ce soir, je vais pas jouer, je vais pas aller à mon PC, je suis en off, mais alors je vais faire autre chose que jouer, justement, pour m'aérer un petit peu l'esprit. Et je fais autre chose. Et sachant que l'avantage de faire ça, c'est que si je suis trop crevé, je vais juste m'endormir devant. Et Ouais, que ouais, donc, je comprends. c'est du repos. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais qu'on se dirige tranquillement vers la fin de cet échange, mais j'aimerais te poser encore 2 questions qui sont assez importantes pour le milieu de l'univers de Warhammer et de Warhammer 40 000. La première, elle concerne Warhammer avec The Old World. Est-ce que tu en as entendu parler et est-ce que tu attends quelque chose de ça? Oui, 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 j'en ai parlé il n'y a pas longtemps justement en live et ça a réatterri en vidéo un peu montée sur ma chaîne. Ah, bah j'irai voir ça. Old World, je le regarde, je le surveille clairement de près parce que les connexions entre Old World et Total War Warhammer sont absolument évidentes. Ouais. Euh, le fait que déjà ils aient parlé, ils reviennent sur Warhammer Battle, sur les cendres de Warhammer Battle, et ils commencent à parler de quoi? Kislev et Kate. Ouais. Bon, ok, c'est Total War Warhammer. Ouais, absolument. Donc oui, je surveille ça, et en fait, moi je suis assez convaincu que vu que Old World, enfin, c'est le retour de Games Workshop sur l'univers de Je te Battle. vois venir, mais vas-y, développe. Avec Total War Warhammer, je suis absolument convaincu qu'il va y avoir un jeu de ping-pong entre les deux sur, en gros, les trucs qui vont arriver sur Old World. Pour l'instant, on ne sait pas, ils n'ont rien communiqué, ils n'ont pas dit s'il allait avoir vraiment des nouvelles figues ou si ça va juste être les anciennes avec des nouvelles règles. Enfin, ils n'ont rien dit du tout. Mais s'il doit y avoir des nouvelles figues ou des nouveaux persos ou des resculpts ou des machins comme ça, ils vont réfléchir à comment ça va avoir un impact sur Total War Warhammer. Il va y avoir un jeu de vase communicant. Parce que, comment dire, Games Workshop et Creative Assembly ont travaillé main dans la main pour mettre Kate, Kislev, les Norse, la Côte Vampire dans Total War Warhammer. Et donc Games Workshop a accepté de bosser avec une entreprise du jeu vidéo pour creuser dans le lore et sortir des unités, des personnages et tout, et en faire des factions à part et cohérentes. Tu vois, ils sont allés loin dans leur partenariat quand même, hein, quand tu regardes. Ouais, ils n'ont pas ce genre de partenariat aussi développé avec tous les devs avec lesquels ils bossent, hein, loin de là. Et c'est pour ça que je suis convaincu que si Old World arrive, c'est parce qu'il va y avoir un jeu de vase communicant entre les deux. Et c'est pour ça que je suis convaincu que Old World ne devrait plus trop traîner. Bon, ils n'ont pas parlé de date non plus, tout le reste ce n'est que spéculation. Mais je pense que ils vont pas attendre que Total War Warhammer 3 soit sur la fin de son développement pour commencer à sortir du contenu Old World. Je pense qu'ils veulent absolument réussir à joindre les deux d'une manière ou d'une autre. Tu penses pas qu'on va avoir droit en, je sais pas, disons 2024 ou par là, à un Total War 4? Non, ça y aura pas. J'en suis absolument convaincu. D'accord. Et donc, en fait, donc on est sur la fin du développement de cette série des Total War pour toi, de Warhammer? Alors oui, mais c'est une fin qui va être encore longue. C'est-à-dire que Creative Assembly, ils l'ont dit plusieurs fois. Ils l'ont répété récemment d'ailleurs. Total War Warhammer, ça marque la fin de la trilogie. Le fait que les 3 jeux fusionnent, ça crée un peu l'expérience Total War Warhammer, l'expérience Total War la plus grosse qui ait jamais eu, Plus complète, avec ouais. le plus de factions, de seigneurs légendaires, une map gigantesque et tout. Et des seigneurs légendaires jouables. Enfin, voilà quoi, il n'y en a jamais eu autant dans un Total War. Et ils sont très clairs là-dessus. Tant que l'engouement pour Total War Warhammer existe et que les gens continuent à acheter les DLC, bah eux, ça fait de l'argent qui rentre et donc ils continuent de développer. Et donc ça pourrait durer encore 5 ans, 6 ans, ça pourrait durer encore longtemps, tu vois. Mais par contre, l'idée d'un Total War Warhammer 4, ils ont dit ça non. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si ils devaient faire un Total War Warhammer 4, ça veut dire quoi? Encore une map différente qui devrait fusionner avec les 3 premières, alors que le chantier sur les 3 premiers est déjà compliqué. Ça veut dire qu'ils doivent continuer sur le même moteur, parce que si tu veux fusionner avec le contenu qu'il y a sur les 3 premiers, il faut que ce soit compatible en termes de moteur. Donc ils s'enferment encore sur le même moteur pendant des années. Sans parler du fait que, en fait, là, avec Warhammer 3 et la map fusionnée, ils ont un territoire
suffisamment grand pour y ajouter tout ce qu'ils veulent en termes de seigneurs légendaires, d'unités, de tout. Ils n'ont pas besoin d'un Total War Warhammer 4 en fait. Ouais. Donc s'ils doivent faire un Total War Warhammer suivant, ce sera 40K. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, je le sens venir aussi beaucoup, quand même. Hein. Le Total War Warhammer 40 000, pas trop de doute. C'est évident. Il y a plein de gens qui y croient absolument pas, hein, qui n'y croient pas du tout, parce que la structure des Total War est assez différente d'un 40K et tout. Bon, chose avec laquelle je suis pas 100% d'accord, parce que, en fait, comment ? Ça dépend dans le lore à quel moment tu commences aussi. Parce qu'il y a des périodes de l'histoire de 40 000, voire de 30 000, qui peuvent être plus appropriées à ce type de jeu. Mais en même temps, moi, ce que j'imagine bien d'un Total War 40 000, ce serait une version où tu aurais un 3e niveau de lecture. Là, je parlais des 2 niveaux de lecture sur map du monde et ensuite sur bataille. Bon, rajoute à ça l'espace. Ouais. Moi, je pense que s'il doit y avoir un Total War 40K, la map, ce sera l'espace, en fait. Ce sera à la Stellaris. Ouais. Et en fait, tu iras de planète en planète, et une planète, ce sera comme une ville actuellement. Tu changes juste d'échelle, en fait. Ouais, tu penses pas que, vu que nos PC deviennent de plus en plus costauds, bref, les développements sont de plus en plus impressionnants, tu penses pas qu'on pourrait aller à l'extrême, en mode, chaque planète est une map comme la map étendue de Total War Warhammer 1, 2, 3. Alors, j'ai envie de te dire, oui, je vois bien l'idée, mais une campagne, ça va durer 10 ans. Enfin, c'est ça. Tu commences au collège, tu finis à la retraite, c'est tout. Non, je crois que les campagnes deviendraient atrocement longues, je pense. Ouais, c'est déjà très long. C'est déjà très long. Et c'est pour ça que je penserais plus à un système de cartes assez simple à la Stellaris ou des jeux dans ce goût-là, où tu gères les planètes et limite une planète va être plusieurs villes, mais tu vas pas pouvoir zoomer et déplacer tes armées de ville en ville. En fait, si tu attaques la planète, tu as un espèce de système d'attaque en tiroir. D'abord, tu as le combat spatial autour de la planète. Si tu le gagnes, tu passes sur un combat au sol, un premier combat. Je suis d'accord, c'est plus réaliste. Tu vois, un système comme ça qui te permettrait de devoir envahir une planète par couche. Vraiment briser les couches petit à petit jusqu'à arriver à, je sais pas, la cité, la capitale de la planète et réussir à la vaincre. Mais ne pas commencer à devoir faire courir ses troupes partout sur la planète. Alors là, ça serait... Ou alors, ils font ça, mais sur un système avec 10 planètes, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, bon, mais tu vois, ça me hype, ça aussi, hein, parce que ça pourrait être quand même vraiment très cool. Tu sais, le truc que je dis toujours avec ça en live, parce qu'il y a toujours des gens qui ne croient pas du tout que ce projet va voir le jour. C'est pas dit qu'il voit le jour, hein, parce que bon, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des problèmes de mésentente entre Games Workshop et parce qu'ils doivent renégocier s'ils veulent repartir là-dessus, tu vois. Donc clairement. S'il y en a un qui se montre plus gourmand que la première fois, ça peut aussi foirer, tu vois. Mais honnêtement, ils ont tellement de billets à se faire des deux côtés avec un Total War 40K, à un moment donné, ils vont pas juste se dire non, c'est pas possible. C'est improbable qu'ils se disent ça, quoi. Ils vont au moins en discuter, c'est pas possible. Le partenariat se passe bien, la commu est hyper réceptive. La commu 40K est plus grande que la commu Age of Sigmar ou Battle. Enfin, j'ai envie de dire, il y a quoi qui les en empêche, quoi. Les régiments sont pas comme d'habitude. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas un problème. Ça c'est un problème de réflexion de game designer qui doit dire, ok, on a une difficulté, comment on la solutionne. Mais de là à renoncer à cause de ça, non, sûrement pas. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, 40K, je suis désolé, vas-y, non, mais t'as raison, je m'étale là-dessus, mais c'est parce que c'est un sujet qu'on a souvent. Mais en plus, 40K, en fait, est beaucoup plus proche de Total War Warhammer qu'il en a l'air. Parce que t'as des unités de cavalerie, t'as des unités d'infanterie avec des épées, des boucliers. Tu vois, en fait, t'as une phase de corps à corps qui est hyper importante, quoi. Donc c'est pas comme si tu voulais faire un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale. T'as vraiment des unités qui vont avoir pour but de faire un mur de boucliers devant les tireurs derrière, des unités qui vont avoir pour but de se déplacer, de flanquer, d'attaquer les tireurs adverses et tout. Donc
en termes de structure, c'est pas du tout comme si tu voulais faire un jeu sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. On a des mécaniques tactiques et militaires qui sont quand même encore proches du médiéval finalement. Ouais, ouais, complètement. Bon, il faut quand même ajouter à ça les Bad Blade et Ah bah oui, bah oui. mais qui finalement ne sont rien de plus que des gros dragons qui Bah, c'est volent ça. pas ou ce genre de choses. Donc, Quand tu vois dans Total War Warhammer, t'as les stégadons à machine solaire au-dessus, ouais. c'est un char le truc. Ouais, Enfin, c'est au bout ça. d'un moment, C'est ça. fondamentalement, c'est un char. Hein. Ouais, absolument. J'ai vu que tu avais joué aussi un petit peu, ou probablement beaucoup d'ailleurs, à Gladius. Ouais. C'est... Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans celui-là? En cours. J'ai vraiment adoré Gladius parce que tu retrouves très très fort l'esprit 40K, des batailles 40K dedans. Tu sais, toute la logique que tu vas avoir sur le jeu de filles, tu vas le retrouver dans le jeu. Mm. C'est-à-dire les unités qui encaissent sur le jeu de plateau, bah, elles vont aussi bien encaisser dans le jeu ici. Les unités qui tirent fort, qui sont fort perce armure, tu vois, tu retrouves vraiment la même logique. L'anti-char, etc. Ouais, t'as les mêmes mots-clés, t'as les mêmes, le même vocabulaire. Donc tu retrouves vraiment énormément de points communs entre le wargame et le truc, mais réfléchi et adapté en jeu vidéo. Et en plus, il y a énormément de factions qui sont jouables aujourd'hui. Donc vraiment, celle que tu veux jouer, elle se trouve probablement dans le jeu, à 2-3 exceptions près. Donc il y a beaucoup de diversité. Le truc, c'est focalisé sur des parties assez rapides. Ça va beaucoup plus vite qu'un Civilisation ou quoi. Et bref, je trouve ça très très agréable. Ouais, je l'ai pas testé Gladius, mais tu vois, voir quelques vidéos sur ta chaîne m'a donné envie de tenter l'aventure. Donc je pense que je m'y lancerai un petit peu. Moi, dans le délire jeu de stratégie, il y en a juste un dont je veux parler brièvement, et je profite de cette interview. C'est Company of Heroes 3, qui sort bientôt. Pour moi, les Company of Heroes, ça a été un moment vraiment important parce que j'aime beaucoup les jeux de figurines historiques. On n'est pas sur du jeu histo pour un sou. Parce que c'est pas réaliste, mais par contre voilà, on a vraiment de la skin et du visuel Seconde Guerre mondiale, des grosses mécaniques globales qui sont Seconde Guerre, et celui-là je l'attends vraiment impatiemment. Donc je sais pas si c'est le genre de jeu qui te plaît ou plutôt sur le fantastique. Non, les jeux historiques me plaisent beaucoup aussi. Company of Heroes, je suis juste un peu moins fan de l'échelle des combats. En fait, on est sur un espèce d'entre-deux, comme tu dis, entre réaliste et pas réaliste. Et on reste sur des combats très petite échelle. Je sais pas si tu connais sûrement, alors si tu aimes bien les jeux dans ce goût-là, les jeux Eugène System. Oui. Si tu vas vers les Warno, les Steel Division et tout ça, où là, tu as un côté grande échelle avec un réalisme qui est quand même assez poussé. Et je suis plus friand de ce type de jeu que les Company of Heroes, en termes d'échelle et de gameplay. Bah, Company of Heroes, on a un aspect un peu Age of Empire, avec création de base, tu vois, générer des troupes, etc. Et c'est vrai que cet aspect-là, il peut plaire ou ne pas plaire. Je comprends très bien le game. Non, mais écoute, moi j'ai passé un super moment en ta compagnie. Ah si, ma dernière question. Que penses-tu de Henry Cavill qui va peut-être bosser sur une série 40K? Ah, le sujet de toutes les passions aussi. Écoute, moi je trouve que c'est une super nouvelle, quoi qu'il arrive, rien que parce que de 1, c'est l'arrivée de la licence 40K vers le grand public. Parce qu'en fait, faut bien partir du principe qu'une licence comme Warhammer qui reste enfermée dans un public de niche, ça peut basculer et s'arrêter à n'importe quel moment. Par contre, si ça se tourne vers le grand public, bah en fait, tu gagnes en popularité et tu gagnes ça rebondit sur tous les plans, en fait. Ouais, ça rebondit sur tous les plans. T'as de nouveaux projets qui deviennent possibles. Par exemple, ce serait le signal. S'il y a une série ou un film ou peu importe qui sort sur l'univers de 40K et que ça marche, que le grand public répond présent, c'est un signal positif pour le milieu du jeu vidéo, par exemple, pour développer des jeux plus ambitieux. Tu vois, ça ne peut que encourager des grosses boîtes de jeux vidéo. Tu jeux parles de MMO, vidéo. par exemple?
un MMO, peu importe, la forme qu'il prendrait, mais faut toujours se souvenir que tout ça, c'est des entreprises et que derrière, ils ont une appréciation du facteur risque, investissement Bien par sûr. rapport au risque, et que bah ça veut dire que ça augmente les chances qu'un projet de grande ampleur soit rentable, parce que le grand public a déjà mordu et répondu favorablement. Ça veut pas dire que automatiquement on va avoir les meilleurs jeux de la galaxie qui vont sortir sur 40K, mais ça augmente les chances qu'on ait des projets plus ambitieux et donc peut-être super. Peut-être que le meilleur jeu vidéo 40K verra le jour suite à ça, tu vois. Donc pour moi, Ouais. c'est plutôt chouette. Et puis bon, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'écran. Et en même temps, très honnêtement, je pense qu'il y a une chance sur 3, une chance sur 5 que ce soit vraiment super quali. Bah, en fait, je pense aussi que nous, en termes de passionnés de ces univers, on va avoir un regard extrêmement critique sur ce qu'ils vont nous sortir. Alors que le grand public qui n'a pas connaissance de l'existence de ce truc va avaler cette nouvelle version de 40 000 sans trop d'esprit critique, puisque c'est de la nouveauté, c'est de la fraîcheur. Donc je pense qu'il va y avoir un écart assez important entre les gens qui connaissaient le lore de 40K avant et les gens qui découvrent par le biais de ce nouveau média, en fait. Mais tout ce que j'espère, tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils arrivent à faire une formule qui va contenter tout le monde, Ouais, mais c'est-à-dire de respecter le lore correctement, et en même temps de trouver le moyen de le présenter de manière à ce que le grand public puisse y adhérer, tu vois. Parce que clairement, si tu veux amener le grand public sur l'univers de 40K, si tu commences tout de suite avec des trucs qui sont beaucoup trop baston, beaucoup trop, comment dire, action. non pas tellement ça, mais trop matraqué tout le temps dans le même sens et machin. Enfin, genre, si tu commences par le point de vue des Space Marines, où on ne suit que des Space Marines pendant X temps, le grand public, jamais il adhère à ça, tu vois. Je comprends. Donc, je pense qu'il faut l'amener par un morceau de l'univers qui est plus perméable pour le grand public, qui puisse plus s'identifier à l'échelle humaine et tout. Ouais, Si parce ça que c'est parle, tellement immense. ouais, si ça parle que de Space Marine pendant la moitié de la série, les Non, gens ils mais vont. exactement comme Star Wars, où tu as une approche par le biais de héros qui finalement ne sont pas tellement intégrés tant que ça dans les gros systèmes en place et qui voient en fait les batailles se dérouler un petit peu autour d'eux. Évidemment, ils vont avoir leur influence là-dessus, mais dans le fond, on suit leur histoire. Ouais, Tu vois, c'est vrai. Star Wars, bref, si, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, mais de films sur un Stormtrooper, s'ils avaient commencé par ça, ça aurait été la pire idée, quoi. On fait un film sur des nazis habillés en blanc, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Non, mais ouais, c'est effectivement ta comparaison est assez intéressante parce que c'est vrai que je suis d'accord. Le fait de prendre le point de vue d'un personnage qui est un peu excentré par rapport à un conflit général, par exemple, permet de mettre le spectateur intégrer dans l'histoire en tant que spectateur de l'histoire lui aussi, Mm. et en même temps un peu acteur. Enfin, tu vois, Euh, en effet. toi qui est pour terminer, toi qui es toujours dans cette phase de réflexion de nouveaux formats vidéo, etc. Et peut-être que c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs, mais moi, il y a un truc qui m'a passé en tête il n'y a pas très longtemps, c'était l'idée de filmer un rapport de bataille dans les yeux d'un observateur qui serait une figurine sur le champ de bataille et qui serait l'équivalent d'un reporter de guerre. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas dans quelle mesure sur le plan technique c'est gérable, parce que j'ai pas du tout réfléchi à cet aspect-là, mais en se mettant à la place, en mettant le spectateur à la place de quelqu'un de bien identifié qui va observer une bataille de loin, je me demande s'il n'y a pas un truc à choper par là. Sur le plan technique, je pense que c'est gérable. Avec du matos approprié, je pense que c'est gérable. Après, ça doit pas être facile. En fait, ça doit pas être facile de mettre ça en scène pour que ce soit pas. euh, On a le problème du statique avec les figurines. Ouais, et peut-être un peu redondant au bout d'un Ouais, moment. Je ouais, sais ouais. pas. C'est vraiment. Je te jure que faire des vidéos sur ce genre de trucs,
quand tu veux faire un rapport de bataille qui diffère un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver, c'est vraiment vite prise de tête à fond. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Parce que c'est vraiment difficile de trouver une formule qui a des chances de plaire. Moi, le public que j'essaye de convaincre le plus, c'est les gens qui sont pas nécessairement des joueurs de cas. Donc, je veux que des gens qui ne jouent pas puissent suivre et apprécier le contenu. Ouais. Et c'est très dur de trouver, d'identifier les trucs qui vont être bien à mettre dedans ou plutôt qu'il vaut mieux enlever. Parce que bon, avoir un rapport qui dure 2 heures sur une bataille, bah, ça va intéresser peut-être ceux qui connaissent très bien le jeu, C'est ça. mais qui va faire fuir tous les autres. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais, absolument. Mais dans tous les cas, c'est très cool que tu continues voilà, tes recherches et puis tes sorties de vidéos sur ce point. Ça va permettre aussi aux jeux de figurines d'être un petit peu plus connus, encore une fois. Donc merci aussi pour ça, pour toute la communauté des passionnés de jeux de figurines. Ça fait maintenant bien plus d'1 heure qu'on est ensemble. Moi, j'ai passé un bon moment en ta compagnie. Écoute, ça passe vite. Ouais, c'est ça. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci aux gens qui m'ont conseillé d'essayer de te contacter pour échanger. Des gens qui te suivent, donc pour le coup... Salut à eux. Exactement, exactement. Pour terminer, n'oubliez pas, donc encore une fois, qu'il y a tous les liens en description si vous voulez suivre MAF, donc de M4F. Ça s'écrit M4F, mais ça se prononce MAF. Je me suis fait engueuler au début, c'est pour ça que je vous le dis. Ah ouais, je l'ai rincé, hein. Attention. Hein, C'est ça. C'était ça où je restais dans ma loge. Ouais, exactement. Donc il y a tous les liens bien évidemment en description si vous voulez aller le retrouver sur Twitch ou sur YouTube. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là et puis comme d'habitude on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À plus du coup. Merci beaucoup à toi en tout cas, c'était très cool et tu es très à l'aise avec l'exercice. Hein. Je pense que tu pourrais tout à fait le faire en live. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, merci à toi et Merci puis à à toi. bientôt. Ciao, ciao. Salut.